Je m'appelle Magès Paul. Je suis né en 1908, au mois de mars 1908, dans les Alpes. Je suis un Savoyard. Puis ensuite, comme mon père était militaire, on a fait différentes garnisons. Pendant la guerre de 14-18, on était à Annecy. À la fin de 14, on est monté à Briançon. Mon père est parti en Italie avec l'armée. Il était militaire, maître armurier. Je dis ça parce que c'est un point de départ, parce que l'armurerie, c'est déjà de la mécanique. Et je travaillais tous les jeudis, j'allais travailler chez mon père dans l'atelier d'un armurier. Alors là, j'avais, disons, de la mécanique dans le crâne, et avec ça qui comptait. Et là, c'était en Italie? Pardon? C'était en Italie, là? Non, moi j'étais à Briançon, à Annecy. D'accord. Annecy, puis ensuite on est monté. Quand il est revenu d'Italie, il a été nommé au 159e d'infanterie à Briançon. Très bien. Et moi, je suis parti en pension à Aix-en-Provence. J'ai fait 2 ans à Aix-en-Provence, et puis ensuite, il a été nommé au 5e génie à Versailles. Et moi, je suis allé à Jean-Baptiste Say à Versailles, qui était une école de préparatoire aux arts et métiers. Mais je me suis trouvé un petit peu déclassé vis-à-vis de mes camarades. Il semble que le niveau était supérieur, surtout en mathématiques, c'était supérieur au niveau d'Aix-en-Provence. Alors ça m'a un petit peu dégoûté et j'ai préféré abandonner. Comme j'ai toujours été très fort en mécanique, en dessin industriel, je battais toujours tout le monde très vite. J'avais fini le premier, tout. Si bien que j'ai eu aucune difficulté à Versailles, je les ai battus facilement. Et je me suis présenté en 1925, je me suis présenté chez Citroën. J'ai écrit chez Citroën et chez l'aéroplane, la Breguet, chez Breguet. Comme c'était à côté de chez moi, Breguet n'a pas répondu et il y a Citroën m'a convoqué. J'étais embauché tout de suite. Et j'ai monté très rapidement chez Citroën. Vous avez été embauché à quel poste au début? Dessinateur. Dessinateur. Ce qu'on appelle dessinateur industriel maintenant? Oh, ben, j'en sais rien. Oui, dessinateur industriel, oui, bien sûr. C'est dessinateur industriel. Très bien. Alors voilà, tout machin. Alors, mais après, disons, mon avancement, c'est moi qui me suis fait moi-même chez Citroën. J'ai eu tous des chefs qui m'ont compris, je me suis arrivé à me faire comprendre et j'étais tranquille. Quand vous êtes arrivé en quelle année chez Citroën? En 25. 25. Et vous avez commencé à travailler sur quel projet quand vous arriviez? Oh, c'était un service nouveau qui se créait. Les Citroën avait envoyé des ingénieurs en Amérique pour voir comment étaient organisées les autres usines et ils sont revenus avec des projets de planning. Disons qu'à cette époque-là, c'était le planning. Alors, c'était l'organisation d'ateliers. Alors, j'étais dans un service qui s'appelait méthode manutention ordonnancement. Donc, c'était les méthodes en général, mais toujours pour la mécanique, bien sûr pour la fabrication. Méthode mécanique, manutention, ça c'est un gros problème, c'est les transrouleurs, les transporteurs aériens, etc. C'est un gros problème dans l'industrie, la manutention. Tout est là d'ailleurs. La main-d'œuvre, c'est la manutention, la machine, c'est pas la main-d'œuvre. Quand la pièce est sur la machine se débrouille toute seule. Voilà. Alors chez Citroën, je suis monté, je dirais, en flèche.
parce qu'il y a eu l'usine des moteurs devait être réorganisée pour passer de 350 à 400 par jour moteurs. À cette époque-là, c'était déjà des grosses cadences. Et il fallait le faire dans la même usine, une usine qui est comprise entre la rue Gutenberg et la rue Ballard. D'accord. Alors il n'y avait pas beaucoup de place, on ne pouvait pas agrandir l'usine. Et alors c'est moi qui ai fait une proposition d'organisation pour déplacer les machines au prix minimum. Citroën, ça l'a emballé et il a réuni les responsables de ceux qui avaient du travail à faire. Vous suivez les instructions de Magès. Et ça a filé comme... il y avait un délai d'1 mois, ça a été fait. Alors ça a été là mon point de départ. J'étais jeune à ce moment-là, je devais avoir 17, 18 ans, quoi, pas plus. D'accord. Et je paraissais plus âgé que mon âge. Et disons, les gens m'estimaient bien, les ouvriers, tout le monde. Donc à cette époque, on pouvait facilement monter en hiérarchie sans avoir les plus hauts diplômes. Ah oui, ben oui. Ben, attendez voir. Il suffisait de savoir se défendre. Sans diplôme, on peut tout faire, mais il faut savoir le faire. Donc vous étiez un battant. J'étais un battant, oui, voilà. Alors ça, d'un bout à l'autre, y compris que quand Michelin est venu, également, quand Michelin est venu, il y avait dans l'équipe chez Citroën, il y avait des gens qui avaient connu Michelin, etc. Et j'ai été injecté dans les gens de chez Michelin qui venaient chez Citroën pour organiser. Autrement dit, j'ai continué d'organiser l'usine Citroën sous les ordres directs de Michelin à ce moment-là. Enfin, de Michelin, enfin, c'est de ces soldats. Un lapsus révélateur. Oui, voilà. Ah, oui. Quels sont vos premiers souvenirs du projet DS ou VDG, puisque ça s'appelait VDG, je crois? Premier souvenir? Quand est-ce que... Ben, vous savez, la DS, elle est née, c'est Lefebvre qui a travaillé dessus. Mais quand le patron de l'usine, qui était un Michelin, m'a demandé de venir au bureau d'études, c'était pour faire de l'étude automobile. Parce qu'il m'avait testé sur différents problèmes que j'avais résolus en dehors du bureau d'études. Il y avait différentes choses que j'avais résolues facilement et avec succès, si bien que M. Boulanger, qui était Michelin, m'avait demandé d'aller au bureau d'études pour participer et, disons, avec Lefebvre, faire un nouveau véhicule pour remplacer la traction de l'époque. Ça, c'était vers quelle année? Eh bien, ça, c'était tout de suite après la guerre, parce que Lefebvre n'est pas venu tout de suite à l'usine, parce que Lefebvre, c'était un partisan de la droite, et il a du temps où les ouvriers ont dirigé un petit peu à Paris, et il avait été mis en tôle. Il a été prisonnier avec tous les opposants aux nouveaux qui arrivaient, aux politiques, quoi. Et il travaillait donc chez une cousine, il avait installé un bureau pour travailler lui-même. Alors j'étais avec un masque, j'allais dans cette maison, pas loin du bureau d'études, et j'allais voir Lefebvre, et on discutait, on échangeait des idées, et il m'a bien compris aussi. On était à peu près du même genre.
un Allan également, puis qui avait fait beaucoup de choses, quand même Lefebvre, avant, enfin, avec des vieux d'automobiles. Alors, on a échangé des idées pour faire ce véhicule. Il y a eu des idées faramineuses, et puis après, ça s'est décanté. Alors, j'ai été chargé d'essayer, par la diplomatie, étant donné que les gens du bureau d'études m'avaient très bien admis, ils admettaient mon autorité, si vous voulez. Je suis arrivé à les convaincre de laisser venir Lefebvre travailler avec nous. D'accord. Alors Lefebvre a commencé à venir un matin, un soir, enfin, ça s'est passé en douce. Les gens faisaient un peu la grise mine, mais ça avait tourné un petit peu, quoi. Alors, on échangeait les... Et alors, on avait Lefebvre et moi, on avait des idées, si vous voulez, un peu révolutionnaires. On voulait faire quelque chose, résoudre le problème, mais non pas se contenter d'un perfectionnement pour arriver à quelque chose. C'était une période passionnante. Alors, on a fait des prototypes, on est allé... qui ressemblaient à rien. Et puis on a fait des essais en montagne, un peu partout. Qui a eu l'idée du système hydraulique? Ah ben ça c'est moi. Parce que si vous voulez, monsieur Boulanger qui était le directeur de l'usine, c'est lui qui avait poussé la 2 chevaux. Et d'ailleurs c'était une voiture pour monsieur tout le monde et pour les ouvriers, pour les paysans. Un jour, M. Boulanger me dit, il essayait une voiture avec moi, il conduisait, on double un gars avec sa carriole, et puis il me dit, Monsieur Magès, voilà un futur client. Alors ça, c'était pour les docteurs, pour les sages-femmes, les bonnes sœurs. Toutes les premières voitures ont été données comme ça pour faire les essais par des particuliers. Alors on était en relation avec ces gens-là, on voyait ce qu'il y avait, etc. Et on a vu des trucs formidables, quoi. Donc c'est vous qui avez eu l'idée du système hydraulique. Ah oui, parce que... Comment cette idée vous est venue? Ah ben, ce qu'il y a, en définitive, la suspension, c'est un système de ressort, et il y a un ressort avec une masse, ça donne une fréquence. Il y a donc toute une étude technique à faire, et il y a différents types de ressorts. Il y a le ressort à boudin, il y a le ressort à lame, il y a le ressort de traction, le ressort de compression, il y a de torsion, les barres de torsion. Alors c'était de chercher le ressort le plus léger, le plus économique, le plus efficace. Autrement dit, il est évident qu'un ressort, on peut pas, si je mets un ressort à boudin, pour obtenir le résultat qu'il y a sur ADS, il faudrait un boudin haut comme ça, voyez-vous, on ne peut pas le loger. Alors, j'ai cherché le compromis, alors des quantités de solutions, et il fallait faire des solutions, il ne fallait pas hésiter à faire n'importe quoi, et il fallait présenter. Mais cette idée d'utiliser... Alors expliquez-nous d'abord comment, peut-être, qu'est-ce que c'est que la suspension hydraulique et comment ça marche? Vous voulez me faire dire ça en 5 minutes? Non, oui, non. Comment ça marche? En 5 minutes. Et puis, écoutez... Moi, dans mon CD, je le réexpliquerai en détail, mais comme ça... Écoutez, le ressort, on sait les faire. Togos, on peut faire quelque chose avec une lame de bois, puis on sait bien que quand on fait une lame de bois mince, elle est plus flexible que si elle est épaisse. Si on veut faire un grand déplacement et que l'on ne veuille pas que ça casse, et qu'on veuille que ce soit souple, eh bien, il faut mettre plusieurs feuilles. Donc plus on met de feuilles, plus ça devient élastique. Alors, il fallait chercher en définitive le ressort le plus économique, le plus léger, le moins encombrant pour mettre sous un capot. Alors ça, il y avait la barre de torsion qu'on avait appliquée
Lefebvre avait appliqué sur la 11, sur les 7 et la 11. Ouais. Et ça, c'était déjà un gain au point de vue emplacement. C'est ce qui tenait le moins de place à l'époque. Mais quand on voulait, il fallait doubler, tripler, quadrupler la flexibilité. Il fallait donc allonger les barres de une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On arrivait, il avait fait une voiture, il y avait 60 kg de barres de torsion à l'arrière. Ouais. Alors on peut faire ça, ce même ressort, on peut l'énergie élastique, on peut l'enfermer dans une sphère dont l'acier travaille partout en traction. Donc la meilleure utilisation de l'acier, enfin de toutes les matières d'ailleurs, c'est de faire travailler en traction. Et c'était le ressort en somme qui pesait le moins au kilo, pesait le moins au kilo. Au volume. Enfin, il faut rigoler ça. Il peser le moins au kilo et peser le moins de kilos. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans la sphère? Eh bien, c'est de l'azote. Parce que normalement, il y avait des problèmes, on avait peur des explosions. On n'a jamais eu d'explosion de sphère. Et elles étaient calculées de telle façon que malgré qu'elles soient légères, que ce soit un ressort léger, c'était quand même léger. Et ça, tout au début, avec les services des mines, j'ai eu des discussions avec ça. Ils voulaient nous freiner un petit peu, ils voulaient mettre je me suis bagarré comme un beau diable, et je suis arrivé à leur prouver que c'était ridicule de parler de faire un règlement pour ces sphères de suspension. Quand on voyait des camions rouler à 80 ou 90 à l'heure sur l'autoroute avec des pneumatiques qui par leur capacité, leur gonflage, ont une énergie interne. C'est-à-dire quand le pneu se crève, ça développe une énergie instantanée très élevée. Beaucoup plus élevée quand on peut... Enfin, je suis arrivé à les avoir. Et ces sphères-là, on a pu les faire sans être obligé d'avoir un contrôleur à côté pour faire quoi? Pour l'essayer en pression. Il aurait pu l'essayer qu'à une pression nettement inférieure à celle d'éclatement, parce que s'il fallait chaque fois faire éclater une sphère pour en monter une, la voiture, on n'en sortait pas, quoi. Donc, ça arrêtait. Vous pouvez me résumer en 2 mots. Donc la sphère, il y a du gaz, une membrane et du liquide, c'est ça? C'est ça, oui. Alors la membrane, c'est pour éviter les mélanges. On pourrait faire une suspension avec de l'air sans mettre de membrane. Alors l'air serait absorbé petit à petit par le liquide, mais chaque fois qu'il y aurait des corrections de hauteur, cet air-là, ce liquide-là contenant de l'air serait parti, etc. On pouvait faire une suspension pneumatique sans membrane, avec de l'air. Alors le gaz, c'est vraiment l'élément de suspension. Ah ben, le gaz, un gaz est compressible par principe. Hein. S'il n'était pas compressible, ça ne serait pas un gaz. Donc un gaz est compressible, donc c'est l'azote qu'on arrive à comprimer. Et on comprime l'azote, mais l'azote a, comment dirais-je, a une variation de volume pour la même pression. Par exemple, si je mets 100 kg d'air par centimètre carré dans un litre, dans une sphère d'1 litre, si je mets 1 litre d'air à la pression atmosphérique, elle pèse le poids d'un machin, c'est-à-dire pas grand-chose, un dixième de gramme, j'en sais rien. Et alors quand on comprime, si on la gonfle à 100 kg, ça veut dire qu'on a des pressions, l'air est à 100 kg, mais chaque bulle d'air, chaque molécule d'air a de l'hydrogène et de l'oxygène interne. Alors le rôle
Le rôle du liquide, quel est le rôle du liquide hydraulique alors? Eh bien, le liquide, c'est parce que s'il avait fallu faire la correction de hauteur en comprimant du gaz, ça nécessitait une pompe à gaz plus grosse, plus importante. Ça faisait de l'énergie perdue quand on descendait d'un petit peu là, comme ça. Enfin, c'est une question de ça, de prix de revient. Le plus petit, c'était avec du liquide qui arrivait à nous faire les pièces les plus petites. Figurez-vous qu'on est arrivé à faire des petits moteurs hydrauliques qui avaient une cylindrée totale. Il y avait 6 pistons. La cylindrée totale, 1 cm3. Vous voyez la cylindrée, les petits pistons, tout petit machin comme ça, faisait un cheval de puissance. Avec du liquide à haute pression. Donc on n'aurait pas pu le faire avec du gaz. Le gaz aurait chauffé, et quand on l'aurait, pour faire la correction de hauteur, on détruit l'énergie. Et que là, on ne détruit pas l'énergie, on la déplace simplement. Alors ensuite, il y a eu, une fois que vous avez mis au point ce système de suspension hydraulique... Ma fille ne dort pas, non? Non, elle doit se balader. Elle est partie à pied? Oui, elle est là-bas, je la vois. Elle se promène. Le correcteur automatique de hauteur, c'est vous qui en avez eu l'idée aussi? Bien sûr. Alors ça, si vous voulez, là où on s'en est aperçu, c'est on faisait des essais dans la neige, et à cette époque-là, on avait des correcteurs d'assiette qui étaient simplement des robinets, c'était expérimental. Donc on avait un robinet pour chaque cylindre, un robinet pour faire monter, un robinet pour faire descendre. Alors on faisait un échappement de liquide dans le réservoir, après il y avait une pompe qui remontait comme ça, mais on faisait la correction avec un robinet. Alors on avait dans la voiture, on avait des espèces d'index qui se déplaçaient, on pouvait faire n'importe quoi, on pouvait faire des indicateurs, enfin ça c'était un petit détail pour savoir la hauteur. Il fallait que quelque part nous ayons quelque chose qui nous dise à quelle hauteur étaient les cieux par rapport à la voiture. Alors ça, on avait une indication, alors on le faisait à la main, ou alors après, on s'est dit on va attacher une ficelle, et puis on va commander un levier, etc. Alors c'est ce que l'on a fait, et on s'est aperçu que non seulement il fallait le faire pour mettre la voiture à hauteur en fonction de savoir si elle est pleine ou si elle est vide, mais en plus, c'est quand on va dans la neige, par exemple, c'est ce qui nous est arrivé, on s'est présenté dans la neige, on a fait un essai avec des voitures américaines, françaises, allemandes, etc., dans le Massif central. On a fait un essai dans les routes enneigées que Michelin connaissait bien, les routes non utilisées par le public. C'était des routes fermées, alors on montait et on regardait la voiture qui se conduisait le mieux et celle qui monterait le plus haut. Alors ça, on a vu les voitures américaines. La voiture américaine, c'était une Chevrolet, je crois. Elle est tombée en panne pratiquement tout de suite. Enfin, ça a été comme ça. Et puis nous, à un moment donné, on s'est trouvé, la voiture, on s'est trouvé, on a bourré de la neige sous l'avant. Par conséquent, à ce moment-là, la voiture n'ayant plus de poids sur les roues ont commencé à lâcher de la pression. Patiner. Alors le robinet donc était ouvert, c'était un robinet qu'on avait commandé automatiquement. Alors il était ouvert et la voiture, elle est tombée. Alors c'est ce qui nous a montré qu'il fallait absolument que justement la hauteur soit réglée en fonction du passage qu'il fallait exactement pour faire passer la voiture. Donc ça a permis de passer dans des épaisseurs de neige beaucoup plus grandes que les voitures classiques. Je vous arrête 15 secondes, il faut que je change ma... Eh bien, ça me permettra de respirer un peu. Exactement. Il faut que je change ma cassette. Très bien. Ça m'a fait, je faisais signe. Eh oui. On peut reprendre? Ah bon, reprenons. Très bien.
Alors, vous avez donc mis au point ce système de suspension hydraulique. Il y a d'autres systèmes hydrauliques qui sont utilisés dans l'ADS. Vous pouvez nous les décrire? Ah ben, vous savez, il y avait le freinage. L'ADS, elle est née sans pédale. C'était des petits boutons, on appuyait avec le bout de la semelle. Alors ça a plu à certains, puis d'autres n'ont pas pu faire. Et pour eux, une pédale, il fallait une pédale. C'est-à-dire, j'aurais mis simplement un bouton à la hauteur de la pédale pour qu'il retrouve la même position et la même forme de pédale, et ça aurait été mon distributeur que j'aurais mis là, il n'en aurait pas voulu. Je l'ai essayé, il n'en aurait pas. Non, il leur fallait avoir des pédales. Il n'y a rien eu à faire, je n'ai pas pu me défendre. J'avais pourtant fait essayer les voitures sans pédale du tout, juste avec deux boutons débrayage et puis freinage. J'ai fait essayer ça à une quantité de personnes, à des vieux paysans là, qui conduisaient des tracteurs, qu'on disait c'est des brutes, enfin jamais qu'ils pourront conduire un truc comme ça. Le gars avec ses sabots, il a conduit. Pour faire quoi? Avec un bouton à la place du frein? Oui. Donc comme il y a sur les DS Palace et comme il y a le système qu'il y a sur le... Ah, je ne sais pas ce qu'il y a sur... Oui. Actuellement, qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a un bouton sur quoi? Sur les DS Palace. À quel endroit il est le bouton? Le frein, pour le frein. Ah, je sais pas. Au pied. Oui. Ah, vous vouliez dire un bouton au niveau de la main, vous vouliez faire? Non, c'était bouton au pied. Alors, comme derrière le freinage de la DS, c'est un système hydraulique aussi alors? Hein? Le freinage de la DS C'était hydraulique. Hydraulique. Mais bien sûr. Et c'était une première... Le débrayage et le freinage étaient hydrauliques. Alors le système de boîte hydraulique, Eh ben, comment ça fonctionne? Ah ben, ça c'est la même chose. Il y a des fourchettes à déplacer. Les fourchettes qui prennent les pignons comme ça, et il faut pousser comme ça. Alors une position comme ça, une position centrale et une position comme ça. Alors il y a trois tiges comme ça. Alors il y a de quoi faire 6 vitesses là. Et une marche arrière, enfin bref, on fait ce qu'on veut. Et là au bout, ben, il y a un piston à chacune. Et puis quelque part, il y a un robinet à plusieurs voies. Un robinet que vous avez quelque part là pour votre essence, n'importe quoi. Vous ouvrez, vous faites tourner une pièce qui est cylindro-conique là, dans un alésage, et on ferme le passage d'un trou. Vous avez vu alors c'était ça. On avait des tiges avec des trous, des canalisations, des fraisages à la surface de ce cylindre pour faire les canalisations. Et tout ça était dans un bloc réuni comme ça. Quand on avait fait cette installation-là, on l'avait faite évidemment au début par chaque organe était séparé. Par exemple, il y avait le cylindre pour la première, le cylindre pour la marche arrière, et le cylindre troisième, etc. Après, c'était il n'y avait qu'un seul distributeur pour tous les machins. Et alors, donc, on avait sous le capot, on avait une quantité de tuyaux, c'était effrayant de voir ça. On disait, ben, jamais on pourra faire marcher ça. Eh bien, j'avais un collaborateur qui s'appelait, et qui s'appelle, je crois toujours, parce que je crois qu'il est toujours vivant. Ah ben, j'ai perdu son nom. Ça me reviendra tout à l'heure. Maignan. Oh, ce gars-là, d'une précision. Alors, il a repris tous ces organes qui étaient volumineux, qui avaient un tas de tuyaux. Je ne sais pas combien de mètres de tuyaux il y avait. Et il a tout groupé ça dans un seul bloc, on appelait ça le bloc hydraulique, qu'on avait mis en dessus de la direction. On pouvait le mettre n'importe où, mais enfin, là, sous la direction, vous savez bien, il y avait en bout, alors on avait le levier au volant,
et on pouvait faire ce qu'on voulait. Alors ça commandait tout, ça commandait le débrayage, le réembrayage, etc. On pouvait faire une quantité de choses. C'était épatant pour l'époque, c'était quelque chose Mais bien sûr, bien sûr. Et alors la direction fonctionne à l'hydraulique aussi, direction système. La direction aussi. Alors à la direction, il y avait les gens qui ne voulaient pas avoir de direction assistée, des gens qui prétendaient qu'on ne pouvait pas conduire une voiture aussi bien avec une direction assistée que sans direction. Alors en des démonstrations formidables de fait. Et ils me disaient, mais regardez les Américains comment ils font. Alors on a pris une voiture américaine, on est allé sur notre circuit de La Ferté. De la Ferté-Vidame, et puis il y avait 5 voitures différentes. Et il y avait tous les meilleurs conducteurs, ou soi-disant meilleurs, de la maison, du laboratoire, de partout, et qui ont fait tous leur tour, un tour bien déterminé. On les chronométrait, c'était un circuit routier, on les chronométrait pour connaître le temps qu'ils faisaient. Alors ils faisaient le nombre de tours qu'ils voulaient, on prenait les temps, pour arriver à démontrer. Ouais. Et alors j'avais fait, et alors également, il y a des gens qui disaient qu'il fallait que la direction soit dure, autrement ça ne va pas. Et moi je disais on peut conduire une voiture sans qu'il y ait d'effort, c'est-à-dire le volant absolument libre. Et je faisais la démonstration. J'avais une voiture, je me mettais sur une grande place, on appelait ça le rond, et puis je montrais que tout en roulant là, à 80 à l'heure, je faisais ça, le volant faisait ça, et les voitures tournaient. Alors j'ai démontré qu'on pouvait conduire une voiture aussi bien sans réaction, sans effort qu'avec effort. Et le plus convaincu du contraire, je suis arrivé, je lui ai dit maintenant que vous avez chronométré vos essais sur toutes les autres voitures, y compris la voiture américaine, et bien maintenant prenez celle-là et puis essayez-la. Et il est revenu, effectivement, on chronométré, il avait fait le même temps. Ah. Il était passé, dans tous les cas, il était passé à la limite d'adhérence sur le sol, mais il l'a trouvé, cette limite d'adhérence, il l'a trouvé aussi bien dans la direction sans effort que dans la direction avec effort. Mais pour arriver à faire admettre ça, d'ailleurs, je suis bien tranquille qu'actuellement, c'est reculé. Certainement, les directions sont plus dures que comme je les ai laissées, ça c'est à peu près certain. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas sortir, il leur faut un effort. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? On voit que vous avez développé des projets fabuleux et fait des recherches vraiment, vraiment poussées pour arriver à ça. Aviez-vous carte blanche pour faire ces recherches au niveau financier? Absolument. Ou aviez-vous des limites? Absolument. Il n'y avait aucune limite. Alors, aucune limite, ça veut dire que Citroën, quand même, a été obligé de fermer sa porte. Je ne dis pas que c'est sur moi le responsable seulement, mais c'est pas moi qui est le responsable. Le responsable, c'est quand même Citroën, mais c'est le Wankel qui nous a foutu en l'air. C'est le Wankel, le moteur Wankel. Ah oui. Vous savez, le moteur rotatif. Oui. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Si. C'est celle qui vous a coûté très cher et qui, oui. qui a fait que vous avez été racheté par Michelin. Absolument. Parce qu'on n'a pas pu faire un moteur moderne, disons, en prenant des solutions classiques et en apportant même des améliorations. Et on n'a pas pu dépasser un saut. Il y avait bien ancré dans la tête d'un groupe de patrons qui disaient les Allemands travaillent la question, les Italiens travaillent la question, les Japonais, effectivement, avaient des usines qui étaient en plein fonctionnement pour fabriquer les moteurs Wankel. Je crois qu'ils en font toujours, mais c'est pas la grande. Vous n'avez pas vu des voitures grande série avec moteur Wankel? Il n'y en a qu'une, je crois, c'est un van Toyota, je crois, mais une seule. Oui, un truc comme ça. Alors, on a vu que vous avez installé sur l'ADS des fabuleux systèmes hydrauliques. Aviez-vous d'autres idées d'utiliser l'hydraulique dans la voiture et pour quelle utilisation? Ah ben, il y avait l'anti-roulé,
pour empêcher que la voiture se penche. Et ça, ça vous l'avez testé? Ah, on l'a fait, l'anti-roulé, la voiture, dans les virages, la voiture se penchait à l'intérieur du virage. Donc c'est le système de la Xantia Activa aujourd'hui? Oh, je ne crois pas, je ne sais pas comment il est. Mais alors ça fonctionnait bien? Ça fonctionnait. Mais ça n'a pas été retenu? Ben non, parce qu'il y a trop de gens, ça changeait trop les habitudes. Puisque on n'arrivait pas à leur faire changer les habitudes de freinage, par exemple. On leur donnait un truc qu'on pouvait faire le freinage sans faire d'effort, et ils voulaient de l'effort à tout prix. En disant, si j'ai pas d'effort à faire, je vais donner un coup de frein trop sec et je vais me casser la gueule parce que j'aurais freiné trop fort. Eh bien, c'est pas ça. Le corps humain réagit pour le résultat à obtenir et non pas les accessoires. Et vous avez... Alors ça, pour arriver à faire, ça c'est presque de la philosophie, si vous voulez. Oui, oui. Pour arriver à comprendre ça, il n'y a rien eu à faire. Alors, ouais. Et au niveau de la transmission de l'énergie du moteur vers les roues, il y a eu des systèmes étudiés aussi? Transmission, on a une de chevaux qui a fait plus de 200 000 km à La Ferté, sur la piste, à vitesse constante. Avec quel système alors? Avec le moteur, attelé au moteur, il y avait une grosse pompe à débit variable, et sur chaque essieu, il y avait un moteur, un piston à nombre de cylindrés fixe. Alors, pour faire varier la démultiplication, il suffisait de faire varier la cylindrée de la pompe. D'accord. En faisant une cylindrée 0, on pouvait faire la pression infinie. En gros, c'est ça. Eh bien, cette voiture-là, on a mis une voiture, une 2 chevaux, qui était équipée comme ça. On a fait des essais comparatifs. On a fait un jour un Tour de France, un jour. Une semaine, on a fait un Tour de France en passant dans des routes qui étaient connues du laboratoire, etc. Pour passer dans des routes où on connaissait les performances de toutes nos voitures et des autres. Et on a fait des essais comparatifs. Et bien, cette voiture-là, en transmission hydrostatique, s'est très bien comportée. Alors, celle qui a fait de l'endurance, un beau jour, à 80 000 km, la voiture s'est arrêtée sur la piste. Parce que le conducteur avait comme consigne que dans le cas où le moteur calerait, il fallait le laisser caler. C'est-à-dire il fallait laisser l'accélérateur sur le moteur jusqu'à ce que ça dise merde. Alors c'est ce qu'il a fait, la voiture s'est restée bloquée au milieu de la route. Cette voiture-là, on ne l'a pas déplacée, on n'y touche pas, on est allé le lendemain matin, on l'a prise sur une remorque, amenée à l'atelier, et on a démonté les pièces petit à petit. Eh bien, la voiture, il y avait un moteur, c'était le moteur de gauche, je crois, le moteur hydraulique de gauche. Donc c'est une pompe en définitive, le moteur hydraulique de gauche, qui était bloqué. Alors on a dit, bon, ben, il y a des pistons qui sont grippés. Eh bien, les pistons n'étaient pas grippés. Ce qu'il y avait simplement, c'est comme tout ça a été fait au micron, eh bien, il y avait quelques microns, 3-4 microns au cylindre, 3-4 microns de moins que dans les autres. Autrement dit, il a été bloqué par serrage. D'accord. On a démonté le truc, on l'a passé au service métrologie et on a fait un rodage pour enlever 2-3 dixièmes de micron, remonter le piston et la voiture est repartie. Quand je suis parti de l'usine, elle tournait encore. Qu'est-ce qu'ils en ont fait depuis? J'en sais rien. Et pourquoi le système n'a pas été retenu? Parce que c'est nouveau, il y avait des investissements à faire.
le Wankel, on aurait travaillé que là-dessus, parce que ça battait au point de vue prix de revient, ça battait le Wankel. Ouais. Le Wankel était quand même cher à faire. Il fallait voir la mécanique que c'était ce Wankel. Toutes ces pièces qu'il faut tailler, effarant. Moi, je n'aurais pas pris la responsabilité de faire le Wankel. Pour moi, je dis le Wankel sur ma voiture, je n'aurais pas un Wankel sur une voiture. On sent par tout ce que vous dites que vous étiez vraiment extrêmement passionné par votre travail, que vous travailliez avec des gens qui avaient vraiment la passion. Ah oui. Alors, pensez qu'il serait possible de travailler comme ça encore aujourd'hui? Dans cette époque-là, on était donc en difficulté financière et il y a eu une tentative d'accord avec Fiat. Alors il y a eu un accord au point qu'il y avait eu un gars de chez Fiat qui avait été envoyé comme examinateur, disons, au bureau d'études. Et il est donc chargé d'orienter et de voir en particulier cette transmission hydrostamique. Oui. Parce qu'ils avaient une voiture à cette époque-là qui était la cylindrée du véhicule B qu'on allait faire. Et ils auraient bien voulu qu'on fasse... je leur avais fait essayer notre voiture qui roulait. Et ce Montabonne, il s'appelait Montabonne. Et moi, je faisais faire l'étude de ce machin-là, mais avec les méthodes de fabrication, c'est-à-dire dessiner les pièces pour que ce soit usinable sur des machines de grande série. Il y a des pièces qu'on est obligé de faire sur certaines machines, puis d'autres qui n'acceptent pas la grande série. Bon, alors... Juste encore, parce que je ne vais plus avoir de cassette là. Eh bien, tant mieux. Dans quelques secondes, quel est votre DS préféré? Ma DS préférée. Le modèle, une idée, une Palace en 2 mots, comment vous pourriez définir la DS? Pour vous, qu'est-ce que ça reste comme voiture? Qu'est-ce que ça représente? C'est la voiture. Et pour votre vie, pour votre travail, c'est... Ah ben, attendez voir. Pour moi, c'est la DS avec tout ce que ça nous a entraîné à faire, et arriver à faire. On a fait pour Fiat, on a fait des essuie-glaces. Vous savez, les essuie-glaces là, ouais, électriques là. Il faut mettre des gros moteurs si vous voulez pouvoir démarrer vos essuie-glaces quand il y a de la neige qui est sur le pare-brise. Et les moteurs électriques ne le faisaient pas. On était obligé d'avoir un truc à main et s'arrêter sur la route pour balayer. J'ai fait des moteurs hydrauliques, un piston qui se déplaçait comme ça. D'accord. Et ça gelait n'importe quoi. D'accord, ça marchait. Et alors ça, on en avait fait. Ils avaient chez eux, Fiat avait installé des bancs et ils avaient des bancs d'essai pour... il y avait une dizaine de pare-brise qui étaient équipés de ça pour faire les essais d'endurance. Et ça marchait. Alors après, ben, c'est là, tout ça c'est tombé à l'eau. Ça n'a pas marché avec les Italiens. Enfin, bref. Vous, la DS, c'est vraiment une voiture mythique, c'est peut-être, et même sans doute, la voiture du siècle. Et vous êtes, je dirais, le père de tout le système hydraulique qui fait de cette voiture un mythe. Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit que vous êtes quasiment un des pères de cette voiture fabuleuse? Moi, ça me fait du bien, bien sûr. Je crois qu'on exagère un petit peu. Je suis bien obligé de le dire, quoi. Enfin, il faut être un peu modeste. Mais moi, bien sûr, je suis fier d'avoir fait ça. Et je suis fier. J'ai suffisamment souffert pour arriver à la faire admettre des petits détails. Par exemple, cette voiture-là, quand on changeait de vitesse, il y avait un petit sifflement. Un petit sifflement. Et je savais où ça se trouvait, ce sifflement-là, mais on n'avait rien fait pour l'enlever. Donc on avait cette voiture qui nous permettait
de la faire essayer à tous aux grands directeurs de l'usine. Et on était allé à Clermont-Ferrand pour la faire essayer à M. Puiseux, qui était directeur de Michelin à cette époque-là. Alors on voulait la présenter à Michelin pour que lui sache ce que nous allions faire et qu'il donne son accord de principe. Et il donnait, c'était le directeur du bureau d'études était Michelin. Alors on lui a fait essayer ça et il avait entendu, je lui dis de prendre le volant. Lefebvre qui était là me dit de me mettre à côté de M. Puiseux pour que j'explique à M. Puiseux ce qu'il fallait faire. Alors je commençais à expliquer ce qu'il faut faire avec la pédale, etc. Puis après, je lui ai dit, bon, si vous voulez changer de vitesse, ça, simplement, avec le doigt, vous faites ça. Alors, il roule, il commence, et ben, je lui dis, maintenant, vous pouvez passer la deuxième. Et il a entendu un petit sifflement. Un petit sifflet, discret, mais un petit sifflement. Ah, il dit, c'est comme en aviation, il y a un signal qui dit que la commande est bien faite. Ah, je dis, non, ça pour moi, c'est un bruit que je n'ai pas encore pu enlever. Il me dit, c'est bien. Alors, il y avait le directeur il y avait un directeur qui s'appelait Cadieux, de bureau d'études. Il était là pour l'administration. Et alors, Cadieux, un jour, j'étais en train de sortir de l'usine, de la rue du Théâtre, et lui descendait les escaliers de l'administration. Et juste au moment où il descendait les 3 dernières marches, je mets ma vitesse. Et il y a eu ce fameux sifflement. Mais il me dit, quand est-ce que vous enlèverez ce sifflement-là? Mais je dis, pourquoi voulez-vous l'enlever? Il y a les...